réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Alors, on sait depuis longtemps maintenant que ça va mal pour Nordvolt et on a appris ce matin que l'entreprise suédoise se place à l'abri de ses créanciers. Pour en discuter, je reçois le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Monsieur Champagne, bonjour. Bonjour, M. Quentin, vous allez bien? Moi, ça va très bien, M. Champagne, mais j'ai plutôt le goût de savoir si vous allez bien, parce que votre gouvernement et vous avez misé gros sur Nordvolt, et là, on a beau regarder ça de tous bords, tous côtés, ça semble très, très, très difficile pour la suite des choses. Alors, je dirais prudence et confiance. Vous savez, c'est les deux mots que j'ai utilisés. Prudence, parce que je suis d'accord avec vous, puis je comprends les inquiétudes des gens qui ont été soulevées. J'ai parlé au PDG de Nordvolt ce matin, M. Carlson. J'ai parlé aussi à mon homologue suédois, la vice-première ministre de la Suède, pour faire un peu l'état des choses et bien comprendre. Il faut savoir, puis c'est ça que je dis souvent, il faut faire la part des choses parce que, vous savez, la mesure qui a été annoncée, ça touche la Suède, ça touche pas ni l'Allemagne ni le Canada. Donc, première chose de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est la maison mère, mais ça touche pas les opérations canadiennes. Deuxième chose, confiance, c'est-à-dire que moi, ce que je continue de dire, M. Quentin, c'est que, vous savez, on peut regarder ça sur la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, mais sur le moyen terme et le long terme, moi, je continue de penser que c'est dans l'intérêt du Canada, mais aussi de l'Europe, d'avoir un constructeur de batteries européen. Vous savez, on a attiré beaucoup de joueurs au Canada, mais ce que je disais ce matin avec mon homologue, plutôt ce midi, c'est vraiment l'aspect géostratégique. C'est dans un monde en pleine turbulence, dans un monde où il y a des tensions. Moi, je pense que on doit tout faire pour que Nordvolt puisse voir le jour, parce que dans 20 ans ou 30 ans, quand on va regarder en arrière, je pense qu'on serait content d'avoir un manufacturier européen qui puisse faire partie de l'écosystème en Amérique du Nord. Ça prend quand même une certaine discipline, M. Champagne, pour analyser ça dans une perspective de 25 à 30 ans. Je pense qu'au bien des gens, et notamment ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, la perspective d'analyse est plus courte. Là. On nous a promis une usine, on nous a dit, quand je dis on nous a promis, c'est vous, M. Champagne, M. Fitzgibbon, à l'époque, vous avez fait des tournées médiatiques ensemble pour vendre le concept, puis je pense que ça a été très bien accueilli à l'époque. On voyait ça vraiment comme un axe majeur de développement économique pour le Québec et pour le reste du Canada pour l'avenir. C'était assez emballant. Puis tout à coup, on a l'impression que tout s'est effondré, grosso modo, du jour au lendemain. Ben, la filière batterie, c'est plus que Nordvolt aussi. Il faut admettre, si vous regardez l'usine de GM avec POSCO à Bécancour, elle est presque complétée. Vous avez l'usine de ce qu'on appelle EcoPro avec SK qui est en pleine construction aussi. Donc, il faut mettre ça en perspective. C'est vrai que Nordvolt, comme vous l'avez dit, ça faisait partie des investissements qu'on a attirés au Québec. Mais pour revenir sur l'échéancier, je mets juste ça en perspective, M. Quentin. Quand on regarde Tesla, Tesla, je pense que la plupart des auditeurs et des auditrices connaissent, mais Tesla, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a pris 17 ans avant que Tesla fasse un sou. 17 ans. Alors, quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, ben oui, c'est évident, Tesla, ça fonctionne, mais je vous dirais que Tesla, ça a fonctionné parce qu'il y a eu l'appui du gouvernement américain. Ça a été des soubresauts, et pas un, mais plusieurs. Mais 17 ans après, aujourd'hui, il n'y a personne qui conteste la domination de Tesla dans le domaine des véhicules électriques. Alors, c'est sûr que quand on fait la même chose pendant 100 ans, puis on change, puis on dit pour les 100 prochaines années, on va faire les choses différemment, ben il y a des ajustements de marché, de chaîne d'approvisionnement, d'habitudes de consommateurs. Puis je vous dis pas que il n'y a pas des inquiétudes légitimes, là. Je dis pas ça. D'un autre côté, je dis, j'essaie de donner la chance aux coureurs. Je me dis, moi, je souhaiterais, comme vous, j'espère, ou les gens qui nous écoutent, moi, je pense que ça serait bien d'avoir un manufacturier européen. Moi, je pense que l'absence de manufacturier européen au niveau géostratégique, je pense que ça serait quelque chose qu'on regretterait. Puis quand je parle avec mes homologues européens, ils font la même analyse. Ils disent, ça nous en prend au moins un. Après ça, on aura des manufacturiers japonais, coréens, mais moi, je pense que ça serait dans l'intérêt qu'on en ait un. Puis vous avez vu comment on a négocié avec Nordvolt, on était disciplinés. Parce que nous, on a dit on débourserait lorsqu'on aurait rempli certaines étapes. Ces étapes-là ne sont pas encore arrivées. Alors, moi, je vous dirais... Vous avez été discipliné sur le plan fédéral. Est-ce que le gouvernement du Québec a été aussi discipliné? Ben, on a fait des choses en complémentarité. Tu sais, moi, je suis celui qui dit, je regarde à l'époque,
quand on a fait ça avec mes collègues de Québec, Québec a fait le choix d'investir dans la maison mère. Vous savez, c'était un calcul très rationnel parce que quand on était là à l'époque, la maison mère, il devait y avoir devait aller sur les marchés publics. Alors, vous savez, il y avait un rationnel économique. Alors maintenant, vous comprendrez que pour avoir des dividendes, il faut investir. Alors, moi, comme je vous dis, nous, on l'a fait d'une certaine façon, mais je peux vous dire que quand on a regardé ça à l'époque, la façon de faire de nos collègues de Québec était tout aussi valable. C'est de dire, on va investir dans la maison mère, puis on verra. Puis moi, je dis, écoutez, on n'a pas sonné la mort de Nordvolt non plus. Il y a des inquiétudes, c'est normal, mais comme je dis, la période de restructuration, ça ne touche pas les opérations au Canada. Puis quand je parle aux investisseurs, M. Quentin, et tout le monde comprend que l'usine qui va faire que Nordvolt va fonctionner, là, on va se dire une chose juste entre vous et moi, là. C'est pas l'usine en Suède, c'est l'usine au Canada. Parce que c'est là qu'ils vont faire des profits. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre de batteries de l'Europe dans le marché nord-américain. Le plus grand marché de l'automobile, c'est le marché nord-américain. Okay. Si vous échouez le marché chinois. Je vais rebondir sur ce que vous dites, M. Champagne. Puis je vais vous poser une question simple. Puis je reconnais que parfois les questions les plus difficiles sont les plus simples. Mais en termes de pourcentage, là, à combien vous estimez les chances qu'il y ait concrètement une nouvelle usine Nordvolt sur la rive sud de Montréal, bâtie en opération avec des vrais employés qui touchent des vrais salaires dans, par exemple, 5 ans? Écoutez, j'ai pas de boule de cristal. Non, mais je vous dis ça, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on n'est pas... Le moment n'est pas venu de faire ce constat-là, honnêtement. Moi, je pense qu'on est encore dans la phase où, lorsqu'on aura passé la restructuration dont on parle, je pense qu'on va avoir une bien meilleure idée. J'essaie de répondre aussi clairement et directement à votre question, mais je pense que ça serait prématuré aujourd'hui d'en faire un constat. Parce que, aussi, nos collègues européens regardent la situation. Je parlais, comme je vous dis, à la vice-première ministre suédoise qui suit le dossier aussi là-bas. Il y a beaucoup de gens qui s'activent parce qu'il y a le court terme, comme vous dites, puis c'est normal que les gens disent, oui, mais on peut-tu le voir si ça arrive la semaine prochaine ou le mois prochain? Mais il y a aussi des gens qui regardent sur le moyen terme en disant, oui, mais au niveau stratégique, il faut tout faire pour que ça fonctionne. Alors, je pense que l'heure des bilans n'est pas encore arrivée. OK. L'administration Trump semble pas être en amour avec les voitures électriques, ça. Est-ce que ça vous inquiète? En tout cas, il y a quelqu'un qui est en amour avec les voitures électriques qui est assez proche du président Trump, je pense qu'il s'appelle Elon Musk. Ouais. En tout cas, moi, je le vois souvent dans les photos. Alors, je vous dirais, encore là, quand on disait, par exemple, c'est l'Inflation Reduction Act, le fameux plan américain pour ramener l'industrialisation, puis dans un sens, on a vu beaucoup d'investissements dans les véhicules électriques aux États-Unis. Rappelez-vous qu'aussi, c'est dans beaucoup d'États du Sud qui sont des États républicains. Alors encore là-dessus, moi, je suis pas encore à l'heure des constats parce que il y a des gens qui disent peut-être qu'il pourrait y avoir des changements, mais il y a aussi beaucoup de ces usines-là qui sont dans des États clés. Et moi, je vous dirais que là-dessus, nous, on a quand même bien joué nos cartes. Vous savez, on a reçu le plus gros investissement de l'histoire de Honda, 19 milliards, plus gros investissement en 75 ans de vie de Honda. On a la deuxième plus grande usine de Volkswagen au monde qui s'en vient chez nous au Canada. Je vous dirais qu'on a quand même bien joué nos billes pour attirer chez nous cette nouvelle industrie-là qui est en plein essor. Merci beaucoup, M. Champagne. Toujours un plaisir. À une prochaine. François-Philippe Champagne. Merci. Oui, à bientôt. François-Philippe Champagne est ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Alors, vous l'avez entendu, prudence et confiance. Monsieur Champagne qui demeure quand même confiant qu'un jour, peut-être que le projet se fera. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Et Michel Boisvert est demeuré en studio après sa chronique économique. Alors Michel, on a un invité en studio. On est très, très heureux de l'accueillir. Il s'agit de Paolo Cerutti. Monsieur Cerutti est cofondateur et président-directeur général de Nordvolt en Amérique du Nord. Bien sûr, Nordvolt est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines, mais encore plus aujourd'hui avec cette annonce-là que Nordvolt s'est officiellement placé à l'abri de ses créanciers. Alors, ça s'est fait en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Et là, il y a beaucoup de choses qui demandent à être éclaircies et M. Cerutti pourra nous aider là-dessus. D'abord, bonjour et bienvenue.
Merci, bonsoir. Merci de vous être déplacé en studio. Écoutez, la première question, celle que tous les Québécois se posent à l'heure actuelle, c'est est-ce que l'usine de Nordvolt, prévue sur la rive sud de Montréal, se fera ou pas? Nous sommes absolument déterminés à ce que se fasse. Nous restons sur le plan de match que nous avions initialement prévu. On va continuer à travailler. D'ailleurs, la procédure de restructuration de la maison mère en Suède ne concerne pas l'entité légale canadienne. Le Canada ne fait pas partie du processus de chapitre 11. On a nos liquidités, on a une indépendance financière qui est réelle. Il faudra encore aller chercher de l'argent à l'avenir, mais pour le moment, nous avons l'argent qu'il nous faut. Et on a considéré, on continue de considérer, et c'est l'avis aussi de nos banques, de nos actionnaires du conseil d'administration, que le Canada reste une pièce maîtresse de l'expansion de Northvolt en dehors d'Europe. C'est la tête de pont pour rentrer sur le marché américain. Donc oui, le projet, on veut continuer à le faire, il va avoir le jour. Il va voir le jour. Vous êtes affirmatif. Oui, c'est notre très ferme intention de le faire. Parce que, vous savez, même les politiciens au Canada et ceux qui ont contribué à faire en sorte que Nordvolt s'implante chez nous semblent plus discrets sur la suite des événements. Je pense au premier ministre Legault qui ne s'avance pas trop. J'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui en entrevue avec le ministre fédéral François-Philippe Champagne. Il dit, on est confiant, mais on demeure prudent. Il y a quand même un doute, même dans les plus hautes sphères politiques. Là. Bien sûr, et c'est compréhensible. Je le respecte, c'est légitime. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant les dernières semaines ou mois, peut susciter de l'inquiétude. C'est légitime. Cela dit, je ne fais pas de la politique, je fais des batteries, je fais des usines de batteries, c'est ce que nous on fait. On a une vision très claire, on a une mission très claire. Le monde a besoin d'une transition vers un futur qui est décarboné. Nous sommes la seule réalité non asiatique en Occident et on va y arriver. Il n'y a pas de vase communicant plus direct là, entre Nordvolt, la maison mère, celle qui se place sous la protection de la loi de la faillite, et l'antenne qui fait affaire ici en Amérique du Nord, ou à tout le moins pour le projet montréalais? Donc, la société mère est l'actionnaire à 100% de Northvolt Amérique du Nord, donc détient l'ensemble des parts de Northvolt Amérique du Nord. Cela dit, d'un point de vue budgétaire, nous avons notre indépendance. On a reçu une injection de capital considérable l'année dernière. On continue d'avoir des réserves qui sont plus que confortables. On a investi au Québec, depuis qu'on est là, 375 millions. De ces 375 millions, plus de 200 millions sont investis avec des entreprises québécoises ici au Québec. Donc, on est véritablement dans une démarche de localisation, d'investissement ici et on essaie de retourner le maximum de valeur de l'argent que nous avons reçu du gouvernement et de la Caisse. Mais pourquoi les actifs d'ici ne seraient pas utilisés par la maison mère pour compenser des créanciers? Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on veut construire l'usine ici et de cet argent-là, on va en avoir besoin ici. La deuxième raison, c'est qu'il y a des limitations à ce qu'on peut faire avec l'argent et de ce qu'on peut renvoyer en Suède. Dites-moi, j'aimerais bien que ça va. L'objectif de vous placer sous la protection de la loi sur les faillites, vous voulez quoi à terme? Comment vous voudriez que l'entreprise sorte de ça? Bien sûr. Donc, l'objectif est clair, c'est d'alléger le bilan d'entreprise et de recapitaliser l'entreprise. Alléger le bilan, ça veut dire diminuer la dette. Diminuer la dette ou étaler la dette, renégocier la dette, disons. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est effectivement d'avoir une recapitalisation de l'entreprise. On a un actionnariat qui est assez complexe. On a mené des levées de fonds pendant l'année 2024 qui devaient se conclure de façon positive. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a un actionnariat qui n'est pas toujours aligné sur les mêmes priorités et sur les mêmes intérêts. On a besoin de remettre tout ça à plat. Et la façon la plus responsable de le faire, c'est avec un processus de chapitre 11 qui
essentiellement gèle les créances que nous avons pendant un certain temps, le temps de pouvoir se recapitaliser et rediscuter quels sont les mécanismes de repaiement des dettes qu'on a. Monsieur Cerruti, je suis quand même intrigué par ce que vous venez de dire, là. Vous dites que l'actionnariat et l'entreprise ne sont pas nécessairement alignés sur les mêmes priorités? Non, ce que je dis, c'est qu'on a un actionnariat qui est assez fragmenté et on a un actionnariat stratégique et on a un actionnariat financier et les deux priorités ne sont pas toujours alignées sur les mêmes. Parce que vous avez, quand vous avez un actionnariat comme Volkswagen, par exemple, ce qu'ils veulent, c'est des cellules. Volkswagen n'a jamais investi dans Northvolt pour un retour financier. Quand vous avez un actionnariat comme Goldman Sachs, c'est les deux principaux actionnaires avec plus de 20% de la société. Ce qu'ils veulent, c'est un retour financier. Et dans ces situations-là, c'est pas toujours facile de réconcilier les morceaux. Dites-moi donc, mais à terme, il est fort possible que certains des investisseurs perdent une partie de ce qui est investi. Effectivement, le sort des parts qui sont aujourd'hui dans la maison mère est en dehors de notre contrôle à ce moment, du moment où on rentre dans la procédure. Donc, c'est la procédure judiciaire qui va définir exactement le sort de ces parts-là. Je vois votre question arriver, qui est le gouvernement du Québec a investi, la Caisse des dépôts a investi, effectivement, et on en sent une très grande responsabilité. Et donc, le sort de ces parts-là va suivre le même sort que tous les autres actionnaires. En revanche, ce que je peux dire, c'est que l'objectif que le gouvernement du Québec et la Caisse des dépôts s'étaient fixé, c'est aussi d'attirer ici un joueur de taille mondiale dans une filière qui est définie comme étant stratégique, et là où il manquait un maillon qui était le maillon du cellulier, du fabricant de cellules. Cet objectif-là, il va se réaliser. Nous sommes là, nous sommes déterminés et commis à ce que ce projet se fasse. Donc cet argent-là a servi et va servir pour le but qu'il était défini au début. Mais néanmoins, le Québec pourrait perdre beaucoup, beaucoup d'argent dans ce processus de restructuration. On parle de 270 millions pour le gouvernement, 200 millions pour la Caisse de dépôt. Là, ça commence à faire pas mal d'argent. Les parts de Québec dans l'actionnariat de la maison mère pourraient être effacées. C'est correct. Et ça, c'est 270 millions de dollars. Correct. Et 200 millions de la Caisse. Cet argent-là, par contre, est aujourd'hui ici. Hein, donc, si les parts sont effacées, l'argent est ici et l'argent sert à construire une usine. Un des problèmes que vous avez, c'est bien sûr au niveau de la production de batteries. Ça, c'est le grand point d'interrogation, finalement. Vous avez raison. Donc, sur la production, je tiens à préciser une chose. On n'a jamais eu de problème de qualité. On a lu beaucoup de choses sur le fait que la qualité n'était pas au rendez-vous. La qualité est excellente et la performance du produit est excellente. Tous nos clients, sans exception, le reconnaissent. Là où on n'a pas été encore assez bon, c'est dans l'exploitation d'outils industriels. C'est-à-dire de sortir de l'usine la quantité de cellules pour lesquelles l'usine a été dessinée. Et là, effectivement, nous avons pris du retard, ça nous a coûté plus cher, mais c'est vrai aussi qu'on apprend beaucoup. Et l'usine qu'on a aujourd'hui en Suède, qui a connu et qui continue de connaître certaines difficultés, est une usine que nous avons conçue autour de 2019-2020. Là, l'usine qu'on est en train de dessiner et de construire au Canada est une usine qui va faire trésor de toutes ces lessons learned qu'on va avoir. On a aussi appris beaucoup d'un point de vue opérationnel. On a staffé ici au Québec très tôt notre équipe d'opération avec un calibre mondial. Angéline Bilodeau, qui est la patronne des opérations ici au Québec, a ramassé son équipe d'une vingtaine de personnes. Elle est partie en Suède, à Skellefteå. Elle est maintenant la patronne de l'usine de Skellefteå depuis 1 mois et demi, 2 mois. Elle est en train de faire un travail remarquable pour redresser la barre. C'est très visible, c'est mesurable. On va y arriver. Ça a été long,
Ça a été coûteux, mais on va y arriver. Monsieur Cerruti, j'ai posé une question au ministre Champagne un petit peu plus tôt dans l'émission, puis je vais vous poser la même. C'est une question qui est très simple, mais comme je le disais, parfois les questions simples sont les questions difficiles. Sur une échelle de 0 à 100, là, quelles sont les chances? Puis je pense que c'est la question que les gens qui nous écoutent se posent à l'heure actuelle. Oui. Quelles sont les chances, sur une échelle de 0 à 100 %, que, par exemple, dans 5 ans, il y ait sur la rive sud de Montréal une véritable usine qui fonctionne avec des travailleurs, des gens qui vont travailler là tous les jours, puis qu'on produit, puis que ça soit en fonction, puis que ça soit un succès? C'est quoi les chances? Ouais. Je ne suis pas un politicien, mais je vais vous donner une réponse de politicien. Non, mais plus sérieusement, il y a des tas de facteurs qui jouent là-dedans. Ce qui emporte, c'est nous voulons cette usine. Nous sommes déterminés à la faire. Les raisons pour lesquelles on est venu au Québec sont toujours là. C'est l'accès au marché américain, c'est l'énergie verte, c'est les ressources naturelles, c'est la qualité de la main-d'œuvre. On a tous les éléments et toutes les bonnes raisons pour le faire. On veut le faire. Mais ça ne répond pas à ma question, ça. Non, mais vous ne pouvez pas y répondre. Je ne sais pas vous donner en chiffres. Mais je suis le cofondateur de cette entreprise. Vous posez la question à la mauvaise personne. Moi, j'ai envie de vous répondre à 100%. Parce que c'est ma détermination, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je pousse mon équipe à faire. Michel Boisvert et moi sommes en studio en compagnie de Paolo Cerruti. Monsieur Cerruti est cofondateur et président-directeur général de Nordvolt en Amérique du Nord. Bien sûr, on le sait tous maintenant, l'entreprise mère Nordvolt s'est placée aujourd'hui à l'abri de ses créanciers. Et pendant la pause, Monsieur Cerruti, on évoquait un peu le modèle que vous souhaitez pour l'usine montréalaise si elle voit un peu le jour. Vous aimeriez trouver de nouveaux actionnaires locaux. Oui, c'est exact. On va avoir besoin encore de lever de l'argent. Ça faisait partie du plan d'affaires depuis le départ. Et l'idée, c'est finalement de créer de l'intérêt localement, plus que de dépendre financièrement des injections de capital de la Suède, qui a ses problèmes à résoudre. Nous espérons que cela se fasse dans un temps assez rapide, on parle de 4 mois à peu près. Mais effectivement, on verrait d'un bon œil l'idée de faire rentrer des actionnaires locaux, probablement canadiens, mais pas nécessairement que canadiens. Dans la filiale. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait de l'intérêt? Parce qu'à l'heure actuelle, il faut le dire, le Nordvolt n'a pas très bonne presse. Il y en a déjà. Il y a de l'intérêt, c'est clair. Il y a des fonds de pension, il y a des investisseurs qui ont des mandats pour développer l'industrie au Canada, l'industrie verte au Canada. On est en pourparlers. C'est trop tôt pour faire des noms ou pour entamer un processus concret. Comme je le disais, on n'a pas le couteau sur la gorge d'un point de vue des liquidités. C'est probablement quelque chose qu'on va entamer au printemps. Bon, les investisseurs à la fois stratégiques et financiers? Je dirais qu'il faudra qu'on voit le moment venu qui est autour de la table. On est ouvert aux deux. On verra. Sur le chantier à l'heure actuelle, sur la rive sud de Montréal, là, on continue de travailler. Absolument. Bon, c'est quoi les prochaines étapes à court terme? Absolument. Donc, pour resituer pour vos auditeurs, c'est un terrain qui est énorme, c'est 170 hectares de terrain. On a commencé la préparation du terrain. On va la terminer d'ici la fin de l'année. Donc, la première phase de travaux qui consiste la préparation du pad pour le premier bâtiment de cellules, le renforcement du terrain, parce que c'est un terrain argileux, va se terminer à la fin de l'année. On va ensuite prendre une petite pause de ralentissement des travaux, d'une part parce qu'on veut se mettre dans une posture prudente et parcimonieuse sur l'argent qu'on a pour donner à la Suède le temps de finir ce qu'elle a à faire. Et d'autre part aussi parce que d'un point de vue de la construction, tout est possible, mais il y a certains types de construction qu'il est très coûteux de faire l'hiver. De couler du béton dans les proportions et dans les quantités qu'on a à couler, c'est très coûteux. Donc, combien de temps la petite pause que vous évoquez? On fera le bilan au début du premier trimestre 2025.
on verra à ce point-là où on s'en est rendu. Je suis être sûr de bien comprendre. On continue de travailler jusqu'à la fin de l'année 2024, mais après ça, le chantier va... À pleine vitesse, mais après ça, le chantier va arrêter. Là. Non, ralentir. Il va ralentir. On va continuer à avoir des activités qui vont être sur le chantier. Et le prochain gros package de travaux qui va concerner l'érection du premier bâtiment de cellules va, lui, se réaccélérer probablement au courant du printemps. Il nous reste très peu de temps, M. Cerruti. Dernière question. Est-ce que vous êtes inquiet par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? On sait qu'il croit beaucoup aux énergies fossiles. C'est certainement pas un amateur des voitures électriques. Écoutez, je suis moins inquiet du fait qu'il touche à l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est un système de subvention des produits. Parce que de toute façon, il faut qu'on soit compétitif. Il faut que notre plan d'affaires fonctionne de façon compétitive. Et il est important, par contre, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Donc, je pense que s'il va retirer l'IRA aux États-Unis, le gouvernement du Canada va faire de même. Ce sera dommage, mais pas la fin du monde. Je suis plus, par contre, inquiet sur la poussée du lobby du pétrole, qui pourrait effectivement changer la donne. Le fait que M. Musk soit là est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, M. Cerruti. Paolo Cerruti, cofondateur et président directeur général de Nordvolt en Amérique du Nord. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Mise à jour économique à Québec, annonce sur la TPS à Ottawa. Beaucoup de nouvelles au pays aujourd'hui, mais beaucoup de nouvelles aussi sur la scène internationale. D'abord, dans le conflit israélo-palestinien, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrestation à l'endroit du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, ainsi qu'au chef du Hamas. Tout ça pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et des développements aussi sur le front ukrainien. Alors, je parle de tout ça avec Ferry de Kharkov. Ferry de Kharkov est un ancien diplomate. Il est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Professeur de Kharkov, bonjour. Bonjour. Professeur de Kharkov, j'aimerais d'abord vous entendre sur cette décision de la Cour pénale internationale là, de procéder à l'émission de mandats d'arrestation contre le premier ministre israélien. C'est une grosse nouvelle. C'est très gros. C'est énorme parce que pour la première fois, au fond, la Cour... Et vous savez, ça a pris un temps fou. Hein. Il y avait encore des gens qui tout récemment disaient que Khan, le chef de la Cour pénale internationale, ne le ferait pas, qu'il n'y aurait pas, ça se passerait pas. C'est un moment terriblement important parce que ça reconnaît quand même l'horreur littéralement des massacres qui ont eu lieu à Gaza et qui se perpétuent encore. Alors évidemment, pourquoi c'est énorme? Parce que les États-Unis, eux, veulent défendre Netanyahou et le gouvernement israélien dans toute cette guerre et ils ont fait des efforts énormes pour soudoyer, pour essayer, enfin il y a des rumeurs qui disent qu'ils avaient essayé même de faire passer Khan comme ayant une affaire illégitime, enfin il y a eu toutes sortes de choses horribles, mais laissons ça de côté pour l'instant. Le fait que la Cour pénale internationale, donc à ne pas confondre avec la Cour internationale de justice, émet un mandat qui est exécutoire et pour lequel il y a déjà tout un certain nombre de pays européens qui ont dit que si Netanyahou se présentait chez eux, ils l'arrêteraient. C'est un peu la même histoire pour que le père Poutine aussi de son côté serait arrêté s'il était saisi dans un des pays pour lequel la Cour pénale l'a traduit en justice. C'est un moment très important. La réaction évidemment de Netanyahou, c'est on parle d'antisémitisme, on parle presque l'affaire Dreyfus, enfin il y a une espèce de tollé épouvantable. Je crois que c'est un moment où on accrédite cette institution que le Canada, avec mon ami et collègue Philippe Kirsch, avait travaillé à créer avec Lloyd Axworthy. Et c'est vraiment un moment important parce que on traduit en justice
un chef de gouvernement qui appartient quand même au ferment occidental, si je puis dire ça comme ça. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la justice qui est éclairée et qui nous amène à des conclusions fondamentales. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que maintenant Netanyahou va n'aller que dans les pays où il ne sera pas arrêté? Est-ce que les États-Unis vont littéralement prendre des mesures hostiles envers les autres pays? Parce qu'à un moment donné, même, il y avait déjà eu un moment donné où les Américains étaient déjà très contre cette idée-là, en disant qu'il y a des mesures de rétorsion, que si Khan se promenait aux États-Unis, on l'arrêtera. Enfin, il y a vraiment là un blocage prodigieux entre une vision de la justice européenne et une vision de la justice américaine où il y a toujours des exceptions et des exemptions. Comme vous savez, pour la Cour pénale internationale, les Américains ne sont pas preneurs parce qu'ils disent que quand il y aurait des histoires, des problèmes avec de comportement de quelque niveau que ce soit d'un chef politique ou chef militaire ou autre, eux prendraient les décisions en conséquence. Non, il y a une Cour internationale la Cour pénale internationale qui sera l'instrument par excellence. Ça va être très très houleux. Je vous dis que ça va barder beaucoup entre l'Europe et les États-Unis. Ça va être houleux, professeur de Kharkov, mais je veux juste être sûr là, que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se produire. Parce que la France, notamment l'Angleterre, d'autres pays en Europe ont dit qu'ils respecteraient cette décision de la Cour pénale internationale. Ça veut donc dire concrètement que si Benjamin Netanyahou voulait aller en France et qu'il décidait d'y aller, il serait arrêté. Arrêté, absolument. Absolument, c'est pour ça que c'est énorme. Si vous voulez, vous avez un chef d'État de gouvernement que nous cultivons, que nous adorons, n'exagérons rien, mais que nous avons considéré comme étant des nôtres face aux hordes arabes et autres, musulmanes, tout ça, et tout à coup, on se retrouve dans une situation où, dans un très grand nombre de pays, Netanyahou aussi se promenait, se faisait arrêter. Qu'est-ce qui arrive avec le Canada dans tout ça? Comment le Canada va se positionner? Le Canada a toujours dit qu'il respecterait la Cour pénale internationale et je crois que ça c'est très clair. M. Trudeau l'a dit, ça fait vraiment partie de notre vision de la chose, d'autant plus que nous avons été parmi les plus grands promoteurs de cette Cour pénale internationale. Alors, je crois qu'il n'y a aucun doute en ce qui nous concerne, ce qui fait que pour un gars comme Netanyahou, ça représente beaucoup de petits passages où il ne peut plus aller et je ne sais pas comment ça va se régler parce que les Américains vont surtout avec Trump, ça va être très dur, il va y avoir des mesures de rétorsion, je ne peux pas vous prédire lesquelles, mais je sens que ça va barder énormément du côté juridico-pratique sur cette question-là. Est-ce que ça risque de nuire, ça aussi, je dirais, aux relations entre le gouvernement du Canada et la future administration Trump? C'est certainement un des éléments, si pour une raison ou pour une autre. Premièrement, d'ailleurs, nous avons déjà dit que nous respecterons le jugement de la Cour. S'il y a tout à coup effectivement un besoin pour le Canada de mettre en application pour un passage éventuel de Netanyahou, c'est évident que les Américains vont être fous furieux. Mais même si ça ne se produit pas sur le terrain, je crois que c'est un cas de différence entre les États-Unis et nous qui nous vaudra probablement passablement d'avanie de la part de l'administration Trump. OK. Allons maintenant en Ukraine où aujourd'hui un nouveau missile russe a été lancé sur le territoire et ça, c'est très certainement là, une escalade du conflit. C'est une escalade du conflit dans la mesure où le père Poutine a décidé au fond d'essayer un nouveau missile de portée intermédiaire. Ce n'est pas un missile balistique, c'est un missile de portée intermédiaire, mais au fond il teste sur le terrain où maintenant les Américains ont permis, si vous voulez, d'utiliser certaines de leurs armes, l'ACTAM et d'autres, et au fond, Poutine répond, tu veux jouer technologie, moi je vais jouer technologie, et je vais mettre un de mes nouveaux joujoux sur le terrain. Je trouve que le résultat sur le terrain n'a pas été particulièrement probant. Je ne dis pas que ça fait de la démolition, mais je trouve que pour un missile de portée intermédiaire qui vient d'être testé, le nombre de dégâts n'est pas énorme. Cela dit, ça rajoute quand même d'une part aux capacités russes,
ça diminue les capacités de rétorsion et de réponse du côté ukrainien, et ça montre de la part de Poutine une volonté de continuer cette guerre et de ne pas faire marche arrière. D'où se pose toute la question, évidemment, avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Est-ce que toute la donne va changer? Est-ce qu'il va y avoir une véritable négociation d'une façon ou d'une autre? Parce que vous avez vu que le vent a passablement tourné quand même, et qu'il y a vraiment une tendance, que ce soit Olaf, le chancelier allemand, ou que ce soit même les sondages qui sont faits, par exemple, en Ukraine, où on découvre que 43% de la population voudrait qu'il y ait effectivement un arrêt de ces hostilités, qu'on trouve une modalité quelconque, mais à court ou à moyen terme, ça veut dire donc que le Donbass, que le Luhansk va passer entre les mains de la Russie. Et est-ce que de l'autre côté, est-ce que ça veut dire qu'on va permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN et qu'il y ait un espèce de front bien établi, déterminé pour les prochaines années? Je ne peux pas prédire exactement comment ça va se passer, mais tout ça va se trouver sur une table de négociation avec quelqu'un en qui, je parle de Trump évidemment, nous n'avons absolument aucune confiance, ce qui fait qu'on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. Voilà, manifestement, on vous a perdu, professeur de Kharkov, mais je pense que vous aviez conclu votre propos. Alors oui, effectivement, des négociations qui seront extrêmement difficiles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ferry de Kharkov est un ancien diplomate. Il est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Alors oui, je le disais il y a un moment, c'est une grosse journée sur le plan politique et surtout au niveau des finances publiques. Alors on va commencer du côté de Québec. J'accueille avec plaisir le chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix. Salut Louis. Bonjour Philippe. Louis, c'était la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard. Et là, c'est confirmé, c'est difficile les finances au Québec ces temps-ci. Oui, exactement. Puis, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, mais vous allez voir que tout est interrelié. C'est complexe, mais c'est à la fois simple. Vous savez là que on s'attendait bien sûr à un déficit de 11 milliards de dollars. Ça avait été annoncé au dernier budget. Là, on regardait l'économie. Monsieur Girard arrive en disant, il y en a une bonne nouvelle. La croissance qu'on avait prévue était de 0,6%. Et on est à 1,2%. Alors, mon Dieu, on se dit, ça va bien, l'argent rentre. Sauf que le problème, c'est que les dépenses du gouvernement augmentent aussi. Alors, c'était 4,2%. Là, c'est rendu à 6,5%. Alors, donc, là, si on veut maintenir le déficit à 11 milliards, il faut prendre des mesures. Entre autres, on va puiser dans la réserve, dans le bas de laine. Là, on se met toujours un petit peu d'argent de côté pour les jours sombres. Ouais. Et puis là, on va chercher 750 millions là-dedans. Puis après ça, on dit, on va regarder aussi les programmes. On va réviser certains programmes parce que l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire, lui, n'a pas bougé. C'est toujours prévu pour 2029-2030. Alors, comment on va faire ça? Il y a des programmes au sein du gouvernement, en fait, des crédits d'impôt. Il y en a 277 qui touchent autant des particuliers que des entreprises, par exemple, qu'on invente quand on voit qu'il y a une situation particulière. Tu dis, dans l'économie, il y a telle affaire qui va pas bien, on va créer un crédit d'impôt pour essayer de stimuler ce secteur-là. Alors, puis pendant un certain temps, tu l'appliques, puis quand tu vois que le crédit d'impôt a fonctionné, soit tu le maintiens ou tu l'enlèves parce que tu dis qu'on n'en a plus besoin. Et c'est ce qui arrive justement avec l'un de ces crédits d'impôt-là. Et le problème, c'est que ça touche des personnes qui arrivent à la retraite, c'est-à-dire des gens qui ont au-dessus de 60 ans. En 2012, on avait créé ce crédit d'impôt pour prolongation de carrière. C'est-à-dire, on regardait en fait la différence entre le Québec et l'Ontario. Au Québec, les gens prenaient leur retraite autour de 61 ans, puis en Ontario, c'était 65 ans. Alors, ils étaient favorisés parce qu'il y avait plus de travailleurs, appelons-les des travailleurs expérimentés, sur le marché du travail. Alors, on a créé un crédit d'impôt pour inciter les gens à rester à l'emploi. Ouais. Alors, on a fait ça, puis on l'a même bonifié en 2019, de sorte que les gens qui recevaient une partie de leur pension, mais qui avaient un travail, par exemple, à temps partiel, pouvaient aller chercher un montant qui va jusqu'à 1 540 $. Alors ça, c'est intéressant pour ces gens-là. Sauf que là, Éric Girard dit, on a regardé le crédit d'impôt, puis ce crédit d'impôt-là, il n'est plus tellement efficace parce que la différence avec l'Ontario n'existe plus. C'est-à-dire que ça a tellement bien marché
que les gens maintenant prennent leur retraite autour de 65 ans. Alors donc, il dit, on va enlever ce crédit d'impôt-là. Alors, on va le repousser, en fait. Donc, ce sera plus 60 ans pour y avoir accès, mais bien 65 ans. C'est une énorme différence, Louis. C'est une énorme différence. Et ce faisant, ben ça empêche des gens de toucher le montant. Écoutons Éric Girard. C'est dit, là, on est transparent. Il y a 200 000 personnes qui vont perdre à peu près 1 000 $, puis ça fait 200 millions. Okay? C'est dit, c'est écrit dans les documents. Par contre, on s'est assuré qu'au-delà de 65 ans, on allait mieux cibler les gens parce qu'il y a des gens qui avaient des revenus de travail faibles, mais des revenus de pension élevés. Alors là, Philippe, le crédit d'impôt va augmenter un petit peu à partir de 65 ans, mais écoute bien, là, ici, il y a quand même une façon, il y a moins de gens qui vont y toucher à ce crédit d'impôt-là parce qu'on change la façon de calculer. Alors, en 2024, par exemple, on va prendre des chiffres là, pour bien l'illustrer. Si, par exemple, tu as 61 ans ou 62 ans ou 60 ans, que tu es semi-retraité, c'est-à-dire que tu touches une partie de ta pension, ça peut être des REER, ça peut être ta pension de travail, etc. Mettons que tu vas chercher 75 000 $ en revenu de pension. Mais toi, tu te dis, pour arrondir les fins de mois, j'ai un petit travail à côté, puis je vais chercher un autre 25 000 $, ça fait 100 000 $. Alors, actuellement, pour calculer le crédit d'impôt, on ne prend que la portion travaillée, que le 25 000 $ de plus que tu fais. À partir de l'année prochaine, le crédit d'impôt va être pour les 65 ans et plus, et là, on va prendre l'ensemble du revenu. Donc, ton revenu d'appoint et ton revenu qui provient de tes placements. Alors donc, là, ça veut dire que tu vas arriver, la même personne à 100 000 $ va avoir un revenu trop élevé pour toucher le crédit d'impôt. Alors, on dit que c'est pour favoriser les personnes qui ont un revenu plus bas et donc permettre d'avoir une meilleure équité. Mais quand même, il reste que ça va toucher des gens jusqu'à hauteur, en moyenne, là, c'est autour de 1 000 $ que ces gens-là touchaient. Et là, ben, ils n'auront plus accès à ça. Bon, alors, beaucoup d'argent qui est sur la table. Et on sait aussi, Louis, là, il va falloir investir encore davantage en santé. C'est pas loin de 900 millions de plus qui était prévu, là, qui sera investi. Exactement. Juste pour te donner une idée, hier, j'ai eu une longue conversation avec le ministre Christian Dubé. Il l'avait dit en conférence de presse la semaine dernière, juste illustrer la chose, là. Il y a 4 ans, le budget de la santé, c'était 40 milliards. Aujourd'hui, c'est 60 milliards. C'est énormément d'argent. Donc, pour, bien sûr, réinvestir en santé, il va falloir trouver des moyens de récupérer de l'argent à bien des endroits. Donc, et là, Éric Girard, aujourd'hui, je vais te faire entendre la prochaine clip parce que c'est intéressant. Éric Girard s'est fait reprocher de couper dans les budgets des différents ministères, en santé, en éducation également. Mais il explique dans l'extrait que tu vas entendre que c'est pas parce que le taux de croissance des dépenses est moins élevé qu'il ne l'était auparavant qu'il y a moins d'argent investi. Écoutons. Mais c'est que les dépenses en 23-24 ont dépassé le budget. Alors, le dénominateur est plus élevé, ça fait baisser le taux de croissance. Mais il n'y a pas moins de dépenses entre 3 % et 4,2 en santé. En fait, il y en a plus. Ouais, ben Louis, grosse journée à Québec aujourd'hui. Il y aura certainement des explications additionnelles à fournir de la part du gouvernement parce qu'il y aura des gens qui seront mécontents quand on touche notamment à des crédits d'impôt. C'est toujours le cas. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Avec plaisir. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, on parle magie et illusion. Oui, avec Luc Langevin qui a annoncé son 4e spectacle du nom de Là où l'impossible prend vie. Et il est au bout du fil. Bonjour, Luc. Bonjour Catherine, bonjour Philippe. Salut Luc. Luc, 4e spectacle de magie. Je pense qu'à toutes les fois que tu as lancé un spectacle, je t'ai posé la même question. Comment on se renouvelle dans le milieu de la magie? Écoute, c'est une bonne question, mais c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Parce que c'est mon 4e spectacle, ça fait que je vais le faire en mettant l'expérience de 15 ans d'illusion derrière moi. Donc, tu sais, maintenant, après avoir fait des centaines de représentations, avoir vu des spectateurs partout, mon équipe et moi, on commence à bien connaître comment faire les choses, comment générer des émotions chez les gens. Puis, c'est comme ça qu'on va faire pour ce spectacle-là maintenant. Je me renouvelle cette fois-ci en offrant plus de grandes illusions. J'en ai déjà fait, mais là, on y va à fond là-dedans. Puis j'explore une thématique qui est un peu la dualité entre la tête et le cœur.
Donc, c'est comme ça que je vais faire ça cette fois-ci. Luc, quand tu parles de toi et ton équipe, ça veut dire que tu travailles avec d'autres magiciens pour créer tes numéros à toi? Oui, absolument. Je travaille surtout avec mon collègue de toujours, Stéphane Bourgouin, que je considère que c'est un génie de l'illusion qu'on a ici au Québec. C'est avec lui que je fais à peu près j'ai fait tous mes projets des dernières années. Puis ensemble, on s'assure d'offrir des illusions originales aux gens parce que souvent les spectacles de magie, souvent on voit les mêmes choses, mais moi j'ai vraiment le souci avec Stéphane d'offrir des choses que les gens ont jamais vues. Puis fait que c'est un travail d'équipe comme ça qu'on fait à chaque fois. Tu sais, Luc, je comprends le processus créatif pour, par exemple, écrire de la musique, composer une chanson, écrire un livre, un roman. Mais comment on crée de l'illusion et de la magie? Quel est le processus qui permet d'arriver avec quelque chose qui va bien fonctionner? C'est une bonne question, puis il n'y a pas de recette parce que le processus varie d'une fois à l'autre. Mais depuis les dernières années, en fait, quelque chose que j'ai remarqué qui fonctionne beaucoup, puis que je mets beaucoup à profit pour la création de ce prochain spectacle-là, c'est de me connecter sur le ressenti, sur ce que j'ai le goût de faire vivre aux gens. On est dans une époque où on a besoin de magie. Je me demande qu'est-ce que les gens ont envie pendant 1h30, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur ferait du bien, qu'est-ce qui leur ferait oublier le monde un peu gris dans lequel on vit. Puis là, je me mets dans un endroit calme, je pense à ça, puis là, les idées viennent. Puis après ça, je m'installe, puis je me dis comment on fait arriver ça, comment on rend l'impossible possible. C'est là que je m'assois avec Stéphane puis avec le reste de mon équipe, puis qu'on devient une machine à créer des miracles pour émerveiller les gens. J'aimerais ça que tu nous expliques, parce que je suis allée voir des vidéos sur ton site web, puis à un moment donné, je pense que tu étais avec Jarry, un humoriste français, qui t'explique la vitesse à laquelle l'œil ne voit plus les choses. Oui. Raconte-nous un peu. Ben, l'œil humain, en fait, voit 300 000 images secondes, mais le cerveau en voit juste 10 %. Donc, en fait, si on est capable de pour faire une histoire courte, si on fait un mouvement qui est plus vite qu'un trentième de seconde, ce mouvement-là est invisible à l'œil nu. Puis c'est un peu la vitesse à laquelle les doigts d'un prestidigitateur doivent aller pour avoir un mouvement qui est complètement invisible. Ce qui permet, bien évidemment, de créer les miracles, de générer de la magie dans les yeux des gens. OK, puis t'es jamais stressé quand tu fais ça? Ben oui, mais comment je contre ça? Je pratique beaucoup pour que les mouvements deviennent naturels, deviennent un réflexe jusqu'à ce que je sois capable de les faire sans y penser. Puis en fait, c'est ça que j'aime, c'est à un moment donné, ces mouvements-là, je les fais tellement de façon naturelle sans y penser que pendant la performance, je suis complètement connecté avec la personne avec qui je fais. Je pense même plus à la technique. Je suis juste concentré sur l'interaction, le moment qu'on vit ensemble. Puis j'ai l'impression que ce que je fais, c'est de la vraie magie, en fait, moi-même. C'est curieux, Luc. Ça me rappelle un peu un athlète, hein? Un athlète olympique, un athlète professionnel. On dit tout le temps que c'est la répétition qui va permettre d'atteindre l'excellence. C'est un peu la même chose pour toi. Mais c'est vraiment ça, oui. Puis c'est la façon par laquelle la magie se produit parce que ça devient naturel, ça devient comme facile. Ça donne l'impression que le magicien peut faire n'importe quoi d'un claquement de doigts comme ça, ce qui est exactement ce qu'on veut. Puis moi, ça me rend tellement heureux de faire ça parce que quand, justement, je suis dans cet état-là où je fais de la magie sans trop m'en rendre compte, où j'ai l'impression que je fais de la vraie magie, je me connecte à mon rêve d'enfance. C'est ça que je rêvais quand j'étais petit, moi, de devenir un magicien qui apporte de l'émerveillement aux gens. Fait que quand j'atteins ce niveau-là, cette espèce de comme tu dis, celui d'un athlète olympique qui fait les choses un peu par réflexe, ça me connecte complètement à mon rêve d'enfance. En tout cas, tu vas avoir été probablement le premier enfant qui a décidé d'être magicien pour lequel ça a fonctionné. Ouais, mais pourquoi, Luc, tu voulais devenir magicien? Ben, quand j'étais petit, rapidement, c'est un peu triste à dire, mais j'ai réalisé qu'on vivait dans un monde qui était limité par des contraintes, tu peux pas faire tout ce que tu imagines tout le temps. Puis moi, jeune, la première fois que j'ai vu de la magie, c'est comme soudainement tout était possible. Tout ce que tu pouvais imaginer, le magicien d'un coup de baguette magique, d'un claquement de doigts, c'était possible. Fait que rapidement, moi, dans les moments difficiles, je m'imaginais pour être magicien et être capable de régler tous les problèmes. Puis rapidement, j'ai rêvé petit d'apporter de l'émerveillement au plus grand nombre, de parcourir la planète puis d'offrir, de donner du bonheur aux gens comme ça, soir après soir. Puis
je te le dis, j'ai l'émotion qui monte. Ce matin, j'ai ouvert mon fil Facebook, puis il y avait l'annonce de tous les zéniths qu'on met en vente pour ce nouveau spectacle-là. Puis je me suis jamais senti aussi près de mon rêve d'enfance à ce moment-là. Je me suis dit, c'est là, je vais le faire. Je vais parcourir toute la francophonie, puis au-delà, puis je vais semer de l'émerveillement partout sur la planète. Puis c'était ça, mon rêve d'enfant. J'ai une chance inouïe de pouvoir y toucher. Luc Langevin, tu viens de commencer à travailler avec José Lito Michaud. Puis je lui ai parlé aujourd'hui par texto, puis il me disait que c'est ça, c'était la première fois que tu faisais les zéniths en France. Oui. Et lui, il s'est mis comme mission, il a dit, t'as tellement de talent, il s'est mis comme mission qu'il voulait que tu sois connu à l'international, mais par la grande façon, là, partout, là. Comment vous travaillez ensemble? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour que ça fonctionne? Ça faisait une bonne dizaine d'années que lui et moi, on était amis. Puis une fois, on s'est mis à parler. En fait, c'est une chance inespérée. Hein. Il faisait plus de management, José Lito, depuis Isabelle Boulay. 15 ans. Oui, exactement. Puis qui reviennent, pour moi, je me sens tellement privilégié parce que c'est quand on a commencé à parler de si on liait le monde des variétés, le monde de la musique à celui de la magie. Si au moment où le punch de magie arrive, la musique venait nous rentrer dedans en même temps. Puis quand on entend une bonne musique puis qu'on a les frissons, quand on a commencé à parler d'unir toutes les formes d'art pour offrir une expérience totale aux spectateurs, j'ai vu une étincelle dans les yeux de José Lito, puis là, il s'est mis à m'entourer d'une équipe dont j'aurais pas pu rêver mieux. Puis là, on a commencé à avoir encore plus grand qu'avant. Puis c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Quand on a vu, en fait, le potentiel de lier la magie à d'autres formes d'art, finalement. Voilà. Ben, en tout cas, ça a amené à une belle imitation de Marc Labrèche. Je sais pas si tu t'es vu. J'ai vu ça. Écoute, mes réseaux sociaux étaient inondés de ça quand ça sort. C'était cute quand même. Est-ce que tu trouves ça drôle de te faire imiter avec José Lito par Marc Labrèche? Oui, ben écoute, moi, je suis honoré de me faire parodier. Je suis comme fier de me dire, je suis rendu une référence qu'on peut me parodier, puis tout le monde sait ce que c'est. Non, mais j'ai ri. J'ai surtout leur blooper quand ils décrochaient. Oui, avec Stéphane Rousseau et Marc Labrèche. Exactement. Il y a un bon moment. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir à Je viens vers toi. Il y a un bon moment de décrochage. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Luc Langevin. C'est un plaisir. Merci, bonne Luc. Tournée. Ouais, bon succès. Merci, au revoir. Il faut aller voir les dates de spectacle parce que l'été prochain, il sera au Québec et à l'automne en Europe. Donc, allez voir sur le site de Luc Langevin toutes les dates de spectacle. Un gars super sympathique, tout à fait.